Découvrons ensemble le milieu associatif de notre Grand Sud avec les animateurs de Fréquence Évasion. Attention, restez en notre compagnie, c'est dans quelques instants sur Fréquence Évasion. La planète, les animaux et les hommes craignent pour leur santé et leur avenir. Dans quelques instants, nous allons ouvrir un nouveau dossier protection de l'environnement. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Vous écoutez Radio Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Monsieur Charolois, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que l'écologie enseigne dans l'ordre de l'éthique du comportement ? C'est l'école du respect du vivant. C'est l'école du respect de la sensibilité des êtres. Et l'écologie est la seule pensée neuve qu'ait produite le XXe siècle. C'est une pensée généreuse, c'est une pensée tournée vers la vie, vers la nature, vers la réconciliation de l'homme et de la nature. C'est donc une pensée riche. Pourquoi étendre la compassion et l'altérité aux autres espèces ? Parce que les êtres sont dotés d'un système nerveux qui leur font éprouver le principe du plaisir des plaisirs. Et c'est ça qui est fondamental. Tout droit est fondé sur cette capacité de ressentir la souffrance. C'est ce qui explique qu'un homme, même dépourvu de raison, même dépourvu d'intelligence, même dépourvu de compréhension, un vieillard sénile et un enfant en bas âge, sont dignes de respect, parce que ce sont des êtres qui ressentent, comme vous et moi, la douleur. Eh bien, un animal ressent également la douleur, éprouve également la souffrance, et ça lui donne le droit de ne pas être torturé. La corrida est-elle un spectacle comme un autre, une manifestation culturelle, une tradition ? Absolument pas. La corrida est malheureusement une de ces pratiques qui devrait giser dans la poubelle de l'histoire et qui est une marque de cruauté de l'homme envers l'animal, un grand mépris du vivant. Et quels que soient les mots que l'on emploie, quelles que soient les tournures, la phraséologie, la sémantique, ça reste cela. Lorsque vous-même on vous pique le dos, vous ressentez la douleur. Alors imaginez ce qu'un taureau peut éprouver à la sensation de fer qui s'enfonce dans son dos. C'est quelque chose d'une grande cruauté. Alors Monsieur Charolois, quand on est juge, est-ce que c'est pas difficile de faire entendre sa voix quand on sait qu'une majorité de juges sont pro-corrida ? Oui, mais c'est vrai parce que les juristes n'ont pas une formation aux sciences de la nature, aux sciences de la physiologie, et c'est vrai qu'on trouve beaucoup plus d'écho dans les milieux scientifiques, là où les gens sont informés de tout cela, que dans les milieux juridiques. Mais vous savez, je rencontre aussi des magistrats qui, fort heureusement, sont tout à fait hostiles à la corrida ou à la chasse. Ce sont des choses qui évoluent très vite. Autrefois, on ne pouvait pas être préfet, être juge, être notable sans chasser ou sans aimer les corridas. Maintenant, ça devient quand même de plus en plus minoritaire. Alors Monsieur Charolois, votre association Vie et Nature a été créée à quelle époque ? Elle date de quand cette association ? Notre association est récente. Nous l'avons créée en 2002. Un certain nombre de philosophes, d'écrivains, de professeurs qui avons décidé de porter en France l'écologie éthique. C'est-à-dire que nous ne sommes pas une association de protection de la nature de plus. Il y en a déjà pas mal, elles font un excellent travail. Nous ne sommes pas un parti politique écologiste. Il y a des partis écologistes qui présentent des candidats aux élections, qui malheureusement ne sont pas toujours unis, et c'est bien dommage, mais nous ne sommes pas en concurrence avec eux. Nous sommes à la fois les deux, association de protection de la nature et club politique. C'est-à-dire que nous pensons l'écologie. Nous sommes une force de proposition et de réflexion sur le thème de l'écologie éthique. Et l'écologie éthique, je vais lui donner deux piliers, pour la résumer. C'est d'un côté, l'homme est devenu tout puissant maintenant sur la planète. Vous voyez, on a une maîtrise technologique totale et nous sommes présents partout sur la Terre. Nous pouvons aller dans n'importe quel endroit. On plonge dans les océans, on monte au sommet des montagnes et l'homme est présent partout. Il est devenu maître de la planète. Étant devenu maître de la planète, il en est responsable. Et ça, c'est un mot important. Nous sommes devenus responsables de la Terre. C'est quelque chose de nouveau. C'est ça, être écologiste. Et le deuxième pilier, c'est la réconciliation. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a dit aux hommes, la nature est dangereuse. Il faut se battre contre la nature, il faut la domestiquer. Et maintenant, la nature, c'est vrai, nous menace aujourd'hui. Mais elle ne nous menace plus par sa luxuriance, par son abondance, elle nous menace par sa mort. Et donc, nous devons nous réconcilier avec la nature. C'est le deuxième pilier de l'écologie. Donc, il y en a deux, responsabilité, réconciliation. L'homme doit faire preuve de sensibilité et de compassion. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que pour nous, il y a une unité profonde du vivant. Il y a une magnifique aventure qui s'appelle la vie. La vie est apparue sur Terre il y a à peu près 1 milliard d'années sous forme cellulaire.
elle s'est développée, elle s'est diversifiée, et nous ne sommes qu'une branche de cette diversification. D'ailleurs, qui pourrait prétendre, ce serait bien orgueilleux, que nous en soyons le sommet. Nous en sommes le sommet peut-être aujourd'hui, par notre complexité et par nos capacités neuronales, mais rien ne prouve que dans 100 000 ou dans 200 000 ans, c'est-à-dire demain, pour les âges géologiques, vous savez, notre espèce aura peut-être tellement évolué qu'un homme, ou un descendant d'homme, dans 200 000 ans, nous regardera d'une manière un petit peu bizarre. Alors, je vous dirais que c'est ça qui est merveilleux, c'est l'évolution de la vie sur Terre. C'est pas une espèce donnée, c'est pas un être donné, c'est le vivant. Le vivant, il fait partie d'une unité, et ça, il faut le comprendre, et être solidaire avec les êtres vivants. Quelles sont les actions que l'homme doit mener pour éviter justement la destruction de la planète ? D'abord, il faudra apprendre le respect aux gens. Le respect aux gens, c'est déjà cesser certaines pratiques. J'ai parlé souvent de la corrida, par exemple, entre autres. La corrida est évidemment un acte de torture envers un animal. Si on veut respecter l'animal, on commence déjà par ne plus le torturer. Je pense à la chasse. En Europe, en tout cas, la chasse n'a plus sa place. Autant je la conçois pour le pygmée d'Afrique ou pour l'Indien d'Amazonie, pour qui elle était vivrière, autant pour un Européen nanti, cossu et absolument replet, c'est tout à fait ridicule d'aller tirer sur des animaux sans défense à une époque où, au contraire, les espèces sont menacées. Donc, j'allais dire, ça c'est deux pratiques déjà qu'il faudrait supprimer. Et il faudra avoir une approche bienveillante de l'environnement. C'est-à-dire se dire, ce que se disent d'ailleurs pas les hommes politiques actuellement, c'est qu'au lieu de songer à faire partout du béton, de l'artificialisation, de l'asphalte, se dire, est-ce que les marais, est-ce que les forêts ne valent pas la peine d'être sauvegardées? Alors évidemment, quand vous les écoutez parler, nos hommes politiques de tous bords, ils disent, ah oui, c'est formidable, il faut absolument sauver la biodiversité. Le président de la République actuelle a dit des paroles très fortes là-dessus. Malheureusement, les actes qu'ils font démentent radicalement leurs paroles. C'est-à-dire que ce sont les principaux incendiaires de notre maison qui brûlent. Jamais ils ne prendront concrètement des mesures pour sauvegarder la biodiversité, pour sauvegarder nos milieux naturels, alors que c'est ça qui est fondamental. Et comme je dis souvent à des élus, la grande richesse de certaines régions de France, je pense aux Pyrénées, je pense au Périgord, je pense au Massif central, la grande richesse de ces régions-là, c'est la nature, parce que c'est la nature qui va devenir le bien le plus rare en Europe, et donc c'est ceux qui auront su conserver des espaces naturels, des espaces vierges, qui auront travaillé pour l'avenir. Dans votre association, vous dites que ce n'est pas nécessaire d'aller tuer des animaux et qu'on peut vraiment supprimer cette chasse. Tout à fait. On peut abolir la chasse en France sans que cela pose aucun problème écologique. Alors évidemment, ça peut surprendre un esprit qui n'est pas trop averti et qui va dire, mais si vous supprimiez la chasse, nos amis les chevreuils, les cerfs, etc. vont proliférer, et s'ils prolifèrent, ils vont compromettre les équilibres de la sylviculture, même de la forêt, ils vont empêcher la régénérescence des forêts, et évidemment c'est ennuyeux. Eh bien, à cela nous répondons. D'abord que certaines régions d'Europe ont pratiquement aboli la chasse, soit totalement, je pense au canton de Genève par exemple, qui depuis plus de 30 ans a aboli la chasse par voie référendaire, ou des régions d'Europe où on chasse pratiquement pas ou très peu, et qui s'en portent pas plus mal. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où on supprime la chasse, il faut protéger ce qu'on appelle les prédateurs. C'est-à-dire qu'il faut qu'un certain nombre d'animaux fassent leur travail, et fassent un travail de régulation, qu'ils ont fait pendant des millions d'années. Mais vous savez, pendant des millions d'années, la nature s'est très bien passée de nous. Il n'y avait pas besoin de types avec des fusils tout au coin de bois pour arriver à réguler les espèces. Les espèces sont très bien régulées elles-mêmes. Donc, si nous laissions revenir tout simplement dans nos forêts les lynx, dans nos montagnes les loups ou les ours dans les Pyrénées, eh bien la faune serait parfaitement régulée sans que l'homme n'ait à y intervenir. Donc moi ce que je dis, je veux une nature riche, diversifiée, équilibrée, en recréant un équilibre naturel et non en faisant ce que font nos chasseurs français, lâcher 5 millions de faisans chaque année, 2 millions de canards colverts, des centaines de milliers de perdrix ou des lièvres importés. Ça c'est la gestion des chasseurs, c'est une gestion dont nous ne voulons pas. Nous, on dit que la nature n'a pas besoin de cela. La nature, elle a besoin tout simplement de vivre. Juste avant la pause, on pourrait parler en quelques mots des parcs régionaux et de Natura 2000. Alors, justement, en France, il y a un grand blocage au niveau Natura 2000. Les Français refusent l'application de Natura 2000, alors que cette directive n'est pas très contraignante, malheureusement. Elle ne les empêche absolument pas d'avoir des activités dans les zones naturelles, mais on a fait peur aux ruraux en leur disant « Natura 2000, ça va vous empêcher de couper un arbre ». Eh bien non, c'est pas ça. Mais en effet, on a dans notre pays des lobbies
qui sont contre nature, et toutes les fois qu'on veut prendre des mesures, comme par exemple créer une réserve naturelle, créer un parc, eh bien, on a des gens que l'on trouve contre nous, et ces gens que l'on trouve contre nous, c'est le groupe des chasseurs, des pêcheurs, des sylviculteurs, et qui se coalisent pour dire non à la protection de la nature. Alors vous dites pourtant que la régulation doit être l'affaire des pouvoirs publics. Il faudrait que les pouvoirs publics changent de titulaire. Le grand problème, c'est que chez nous, il n'y a pas de renouvellement. Vous avez toujours les mêmes. Si vous revenez 20 ans après, vous avez toujours l'impression que le paysage n'a pas changé en France. C'est une grande caractéristique de ce pays par rapport à d'autres. Mais si on avait des hommes politiques dignes de ce nom et responsables, c'est à eux à garantir l'intérêt général. Parce qu'il faut bien comprendre que si un brave agriculteur peut retirer de la vente de son terrain, par exemple, un prix exorbitant qui lui permet de gagner en une signature chez le notaire autant d'argent qu'il en a gagné pendant sa vie de travail, il va demander à ce que son terrain devienne constructible, et le plus constructible possible. Et si on pouvait lui monter une cité sur ses terres, il serait content, parce que, et je le conçois, c'est légitime, c'est humain, il gagnerait par cet acte, par cette signature, par cette vente, plus d'argent qu'il n'en a gagné dans sa vie de travail. Donc, je dis que c'est au pouvoir public à parfois freiner les appétits privés en disant non, on ne peut pas construire partout, on ne peut pas bétonner partout, on ne peut pas asphalter partout. Il faut aussi laisser des espaces naturels, même si localement et dans l'immédiat, ça peut contrarier des intérêts privés. Mais vous savez, personnellement, sans raconter nos petites histoires personnelles, je suis propriétaire de 17 hectares en Périgord et j'ai demandé lors des consultations une chose tout à fait paradoxale, c'est que mes terrains ne soient pas mis en constructible. Eh bien, c'est exceptionnel, c'est rarissime. Et je fus naguère habitant dans la banlieue de Toulon, où j'avais une maison avec un terrain autour de 6000 m². Lorsque je l'ai vendu pour venir en Périgord par amour de la nature, certains m'ont dit « mais il faudrait vendre en lotissement ». J'ai dit « je ne le ferai pas. Je perds de l'argent sans doute, mais je garde ma conscience. Je n'ai pas assassiné la Provence, j'ai vendu la propriété comme je l'ai trouvée. Et j'ai su que quelques années plus tard, d'autres n'avaient pas eu les mêmes scrupules. Mais je vous montre un petit peu par cet exemple personnel, dont je vous prie de m'excuser, comment les choses se déroulent. C'est-à-dire comment ça se passe concrètement. Les gens, évidemment, ils ont l'appât du gain. On ne peut pas leur reprocher quelque part. C'est pourquoi les pouvoirs publics doivent contenir tout ça et dire non, il y a des zones qu'on va réserver pour l'avenir et pour la survie de la planète. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Alors Monsieur Charlois, est-ce que le gouvernement ne devrait pas finalement supprimer ou je ne sais pas confisquer les fusils qui, entre nous soit dit, créent quelques petits problèmes? Il y a de nombreux accidents de chasse quand même. Mais je le dis souvent en tant que magistrat, et là non seulement en tant qu'écologiste, quand les gens me disent on va acheter un fusil pour être plus sûr. Je dis vous savez, si vous saviez qui ce fusil que vous allez acheter va servir à tuer un jour, vous ne l'achèteriez pas. Parce que combien de fois j'ai vu des familles endeuillées parce qu'un enfant, un adolescent a joué avec un fusil et s'est tué, ou parce qu'un grand-père devenu sénile ou pas bien, ou à un moment de déprime ou de mauvaise santé, se tue ou tue un membre de sa famille. J'ai tellement vu d'accidents comme ça qu'avoir un fusil chez soi, c'est vraiment une insécurité totale. Un fusil, c'est une arme de mort. C'est un instrument de mort. Et vous savez de quoi vous parlez. Donc finalement, si on supprimait les fusils, ça serait peut-être inciter les gens à réfléchir, à aller vers une moralité et peut-être quelque chose de plus positif. Tout à fait. Je crois que s'il y a une chose que l'homme doit apprendre, il apprend déjà quand même beaucoup, c'est à respecter les vivants. Alors, faut-il être pessimiste ou négatif, au contraire très, très, très optimiste sur l'évolution de la société? Moi, je vous dirais que quand on observe l'histoire, et j'ai quand même étudié l'histoire, ça réconforte plutôt. Quand les armées au XVIIe siècle parcouraient l'Europe, il était de tradition de passer les petits-enfants à la broche. À notre époque, ça s'est fait un peu en 40, mais c'était très mal vu et très mal jugé, et ceux qui l'ont en portent une lourde responsabilité vis-à-vis de l'histoire. Je crois quand même qu'il y a un progrès, voyez, et ça c'est une note d'optimisme. Je crois que l'écologie peut gagner, je crois que la société humaine peut gagner, je crois que l'homme peut relever son défi, c'est-à-dire à la fois être un être développé, être un être civilisé, et en même temps sauver la Terre. Pas détruire la Terre comme il le fait actuellement. Mais ça, c'est évidemment une mutation psychologique qu'il va falloir faire, une mutation comportementale, mais je crois qu'on en est capable. Il faut être optimiste. D'ailleurs, quand on lit votre article, on s'aperçoit que les pays en voie de développement, eux, ont arrêté la chasse. Oui, mais alors ça tient aussi à des questions culturelles. Il faut être très sévère pour nous, Français. Vous voyez, les Français et les Anglais ont colonisé au XIXe siècle une partie du monde. Eh bien, la nature a été beaucoup mieux préservée dans les colonies, les ex-colonies britanniques, que dans les ex-colonies françaises. C'est un problème culturel.
C'est vrai que nous avons un petit retard par rapport à beaucoup de peuples dans le monde, que ce soit en Asie ou que ce soit en Afrique même, que ce soit en Amérique du Nord. Nous, Français, on est un petit peu en retard. D'où le fait que nous cumulions deux grosses hontes à notre époque, chasse et corrida. C'est en France qu'on a le plus de chasseurs en Europe. C'est en France qu'on a aussi des corridas comme les Espagnols, mais enfin, il n'y a pas d'autres pays, à part la péninsule ibérique et la France, qui connaissent ces pratiques-là. Nous sommes un peu la lanterne rouge en ce domaine-là. Alors, on a de gros efforts à faire. Il y a un retard culturel, à nous à le rattraper. Alors dans le sud de la France, parlons des corridas. On s'abrite derrière le fait que la corrida est une tradition. Alors vous, en tant que juriste, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait quelque chose à faire, à revoir, afin que les lois soient modifiées? Il faudrait évidemment revoir complètement la législation. Parce que pourquoi la torture serait-elle autorisée dans une ville, dans une localité où il y a une tradition ininterrompue et heureusement interdite ailleurs? Je crois que la torture, elle est mal partout et il n'y a pas de raison qu'il y ait des places où on autorise la torture. Quelque chose qui gagnerait à disparaître. Et je voudrais que tout le monde y réfléchisse, se mette un petit peu à penser et à pas se dire, ça j'ai toujours fait. Je le fais parce que je l'ai vu faire, parce que d'autres l'ont fait avant moi. Non, ça c'est une façon un peu facile de s'exonérer de tout examen de conscience. Il faut quand même se rendre compte de ce que l'on fait, ce que l'on cautionne. Et quand on cautionne la corrida, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est d'une très très grande cruauté. C'est la banalisation de l'acte de mort. Alors aujourd'hui, comment lutter efficacement contre cette mafia tauromachique? Eh bien, c'est en sensibilisant l'opinion, c'est en faisant ce que font magnifiquement beaucoup d'associations qui se battent pour cela, et qui se battent en France, mais qui se battent aussi en Espagne. Il y a maintenant des gens qui se lèvent, de plus en plus nombreux. Et puis, vous savez, le chemin sera peut-être long, mais ceux qui se sont battus contre l'esclavage, ils ont mis du temps. Ceux qui se sont battus contre la peine de mort, ils ont mis du temps. Pour le bagne, on a mis du temps. On y arrivera. Moi, je suis persuadé qu'un jour, la corrida gisera dans la poubelle de l'histoire, aux côtés de toutes ces pratiques épouvantables que furent les ordalies, les bûchers, les combats de gladiateurs. Ça rejoindra cette poubelle. Et quand on se penchera sur la poubelle de l'histoire, ça sentira pas très bon. Et on se dira que vraiment, nos anciens ont fait des choses qui n'étaient pas toujours très magnifiques. Et la corrida, malheureusement, en fera partie. Que faire pour que les jeunes ne tombent pas justement dans cette mafia tauromachique, qu'ils ne se fassent pas piéger? Je dirais d'abord aux gens de ne pas aller voir ces spectacles. Ça sert strictement à rien d'aller voir une corrida, ne serait-ce que pour se dire « Ah ben, je voudrais voir une fois ce que c'est ». Non, je crois qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'essayer de faire. On n'a pas besoin d'essayer de tuer quelqu'un pour se rendre compte que ça pose problème de conscience que de tuer quelqu'un. Eh bien, on n'a pas besoin d'aller à la corrida. On sait ce que c'est, tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde sait que c'est un taureau qui va souffrir pendant 20 minutes et qu'on va mettre à mort dans des conditions épouvantables. Donc, je crois que c'est tout. Si les gens n'y allaient pas, ça ne rapporterait pas d'argent. Et si ça ne rapportait pas d'argent, eh bien, on ferait autre chose. Et puis, vous savez, pendant qu'on n'irait pas à la corrida, on irait dans d'autres spectacles où là, ceux qui font de la tauromachie pourraient faire tout à fait autre chose, s'adonner à d'autres sports, à d'autres activités de loisirs, qui seraient peut-être plus rémunératrices à ce moment-là. Donc, je crois que si une chose disparaît, il y a autre chose qui la remplace, et cette autre chose sera nécessairement beaucoup mieux. Dans certaines écoles, il y a une manipulation mentale envers les enfants. On leur montre des photos, on leur montre des toréadors, etc., etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas une loi qui pourrait interdire justement qu'on promotionne quelque part la corrida envers les enfants? Alors, pour le moment, la loi ne l'interdit pas. Le problème, c'est comment faire évoluer la législation. Alors, je sais qu'une députée française, Madame Muriel Marland-Militello, qui est députée des Alpes-Maritimes, avait déposé une proposition de loi visant à rendre illégale la corrida en France. Ça avait suscité un certain enthousiasme parmi les associations, enthousiasme que j'avais dû doucher un peu en leur disant, vous savez, les propositions de loi ne font plaisir qu'à ceux qui y croient, parce qu'il y en a plein les tiroirs des assemblées, les députés déposent des tas de propositions de loi, comme sous la Ve République, c'est plus le Parlement qui fait la loi, mais le gouvernement qui fait des projets de loi. Cette proposition de loi n'a aucune chance, malheureusement, d'aboutir. En revanche, je crois qu'on arrivera à bout de la corrida par l'Europe et par le Parlement européen. Vous savez que le Parlement européen a voté, à la majorité, la non-subvention des élevages de taureaux. Ça a été voté il y a quelques semaines seulement. Eh bien, le Parlement européen, par 277 voix contre 250, a voté cette interdiction de subventionner au niveau européen les élevages de taureaux de combat.
Donc, c'est par le Parlement européen. Le jour où le Parlement européen aura le pouvoir de voter des lois, il est probable qu'une loi interdira la corrida en Europe. Et je vais vous dire que le député qui était à l'origine de l'interdiction des subventions aux élevages de taureaux de corrida, c'est un Espagnol. Alors aujourd'hui, les pro-corrida disent que le taureau ne souffre pas. C'est une énormité quand même. C'est une absurdité. Et je vais vous dire une chose, si l'animal ne souffrait pas, s'il n'y avait pas la souffrance au rendez-vous, la souffrance et la mort, il n'y aurait pas de spectacle. Imaginez que l'on dise à ces spectateurs, aujourd'hui c'est pas un taureau qu'on va casser, mais une belle machine, une grosse locomotive, l'homme va se battre contre une machine puissante, magnifique, redoutable, il va devoir prendre des risques pour affronter un monstre d'acier. Ça ne plairait à personne, ça n'intéresserait personne. Ce qui fait plaisir dans la corrida, c'est justement ce côté malsain de la souffrance. C'est parce qu'un être souffre et un être meurt que c'est ça qui les fait frétiller en quelque sorte, et qui les excite. C'est cette excitation un peu malsaine qu'on a retrouvée tout au cours de l'histoire. Mais je vais vous dire qu'on la retrouve dans d'autres domaines. Savez-vous que jusqu'en 1938, en France, les exécutions capitales, les décapitations avaient lieu en public. Et en 1938, on a décapité un homme à Versailles. Et les dames du monde sont venues tremper leurs mouchoirs dans le sang du supplicié. À la suite de cela, le garde des Sceaux de l'époque et le Parlement ont décidé de voter une loi interdisant le côté public des exécutions capitales. La peine de mort n'a été abolie en France qu'en 1981, mais à partir de 1938, les exécutions ont eu lieu dans les cours des prisons et non plus en public. Et ça donnait lieu à des scènes épouvantables. C'est-à-dire que les gens venaient au spectacle. Alors la dernière femme qui a été exécutée, c'est une femme pour avoir pratiqué l'IVG et c'est Pétain qui l'a fait tuer et qui a institué du même coup la fête des mères. Eh bien oui, mais ça, c'est le côté tout à fait contradictoire des choses. Mais lui, il voyait la femme comme étant une madone, une vierge sur les murailles des églises. C'était tout à fait autre chose. Fréquence Évasion. Pour conclure cette émission, nous allons parler de l'empoisonnement, cette fois de la terre. Alors on peut faire référence à Toulouse avec l'usine AZF. Nous pourrions parler aussi des rejets de mercure, de différents produits qui sont rejetés par les industries. On peut parler du CFC qui continue à trouer la couche d'ozone. Il faut faire quelque chose. Et oui, et le ministère de l'Agriculture autorise ces jours-ci un nouvel insecticide redoutable, une molécule durable qui s'appelle le poncho. Le poncho, un insecticide encore pour le maïs, dont on sait qu'il va être dangereux puisqu'il est de la même famille chimique que le gaucho, de sinistre mémoire puisqu'il a tué pas mal d'abeilles. Sachez qu'actuellement en Europe, on est entouré de 100 000 molécules chimiques artificielles créées par l'homme. 100 000 molécules dans tout domaine, cosmétiques, produits phytosanitaires, produits ménagers, ce qu'on utilise dans les maisons, 100 000 molécules. C'est énorme. La plupart n'ont pas été d'ailleurs testés sur des tissus, donc on ne sait pas s'ils sont nocifs ou s'ils ne le sont pas. On le sait très mal, on le sait qu'a posteriori. C'est un grand danger, mais là c'est un autre problème. C'est plus la cruauté qui est en cause, c'est un autre travers de l'homme. L'homme est cruel occasionnellement, mais l'homme est aussi un animal cupide. Et donc ce qui l'habite ici, c'est l'appât du gain. Et vous avez bien sûr des entreprises qui sont là pour faire des profits, ça s'appelle comme ça, ils font des profits. Et si les profits passent par quelques risques pour autrui ou pour l'environnement, eh bien, ils courent ce risque-là. Et c'est un vaste problème. C'est pour ça d'ailleurs que l'Europe envisagerait de mettre au point ce qu'on appelle le projet REACH. C'est un projet qui vise à autoriser la mise sur le marché d'une molécule qu'elle a été testée. Alors nous disons oui, il faut tester les molécules, oui à REACH, à une condition, c'est que ce ne soit pas sur des animaux. Parce que là, vous retombez sur le problème de la cruauté, et en plus sur des tests qui ne sont pas nécessairement fiables. Il est beaucoup plus sûr de faire des tests sur tissu cellulaire. Alors sur votre site, il y a des informations sur la grippe aviaire. Est-ce que vous pourriez nous apporter quelques précisions sur cette grippe aviaire dont on parle depuis déjà un bon moment ? Alors écoutez, d'abord il faut rationaliser les choses, il ne faut pas avoir peur que le ciel nous tombe sur la tête. Nous ne sommes plus comme à l'époque des Gaulois. Nous avons, vous et moi, et puis ceux qui nous écoutent ou nous lisent occasionnellement, ont malheureusement plus l'occasion de mourir d'un cancer du pancréas ou d'un infarctus du myocarde que de mourir de la grippe aviaire. Le risque est minime, tout à fait minime. Et c'est pas parce qu'il y aura 2 ou 3 ou 10 ou 20 ou même 100 cas quelque part que nous allons mourir de la grippe aviaire. Non, nous mourrons tout bêtement, je vous dis, d'un cancer de l'œsophage
ou d'une rupture d'anévrisme comme tout le monde meurt autour de nous. Donc il faut parfois avoir des peurs justifiées et cesser d'avoir des peurs mythiques. Mais à notre époque, on préfère la peur mythique. On a peur de choses qui sont marginales et on n'a pas peur de ce qui, au fond, nous menace quotidiennement. Donc, la grippe aviaire. La grippe aviaire menace d'abord les oiseaux. C'est ça, c'est le premier problème. Et c'est dommage, parce que les oiseaux, ils sont sympas, ils ont le droit de vivre, et ils participent quand même à la beauté du monde. Que serait un monde sans les oiseaux? Donc, c'est déjà un problème pour eux. Ensuite, évidemment, il faut essayer de prévenir tous les risques. Alors, c'est pour ça qu'on a dit, c'est pas pour que les embêter, mais la chasse crée un risque majeur. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si un jour, le virus de la grippe aviaire devait devenir un virus méchant pour les humains et pour les bipèdes, eh bien, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait qu'il mute. Et pour muter, il faudrait que ce virus rencontre un virus grippal humain, les bons gros virus qui nous attaquent tous les ans l'hiver et qui donnent des grippes ordinaires, pour faire un troisième virus. C'est-à-dire qu'il faut que deux virus se marient pour en faire un troisième qui devient très méchant, qui alors là attaquerait l'homme et qui pourrait en effet provoquer ce qu'on appelle une pandémie, c'est-à-dire une grande épidémie mondiale. Le temps qu'il n'y a pas de contact entre un virus humain et un virus d'oiseau, pas de danger. Mais la chasse est justement l'occasion de ces rencontres, parce que les chasseurs qui tuent des millions d'oiseaux d'eau tous les ans dans ce pays, ils peuvent se trouver grippés ou sur le point de l'être. Donc si par hasard, ils tuaient un oiseau malade, et qu'eux-mêmes soient malades, là vous avez ce risque de contact, de mutation, de recombinaison du génome du virus qui pourrait devenir dangereux. Est-ce que véritablement ce virus peut sauter la barrière de l'espèce? Pour le moment, ça n'a pas sauté. Ça peut sauter un jour. Ça peut être ce virus-là, ce fameux virus H5N1 dont on parle actuellement, mais ça peut en être un autre. Vous savez, les virus, ils mutent tout le temps. C'est ce qui les caractérise. Les virus sont mutants. Et c'est possible qu'un jour l'humanité soit à la merci d'une grande infestation virale. Maintenant, on ne craint plus grand-chose des bactéries, parce que les bactéries, on a les antibiotiques. Les antibiotiques, c'est efficace contre les bactéries, même si les antibiotiques le sont de moins en moins, parce que les bactéries s'habituent. Il est peu probable que nous soyons, comme au Moyen-Âge, victimes de peste ou de choléra d'origine bactérienne. En revanche, c'est vrai qu'il peut y avoir des grandes pandémies virales, puisque pour le moment, on maîtrise encore assez mal les antivirus, et que le temps de mettre au point un vaccin, il faudrait plusieurs mois, il faut au moins 4 mois pour mettre au point un vaccin, et d'autre part, on ne peut pas songer à vacciner l'ensemble de la planète, qu'au maximum, on pourrait vacciner 900 millions d'hommes, ce qui est déjà pas mal sur 6 milliards, mais il resterait quand même 5 milliards qui ne seraient pas vaccinés. Pour le moment, il n'y a pas de danger de grippe aviaire. Si la grippe aviaire vient, il faut arrêter la chasse pour éviter les contacts entre les humains et des oiseaux malades. C'est la meilleure solution. Et je pense que, malgré tout, il faut conserver confiance dans les oiseaux. Je disais l'autre jour à un ami, je suis prêt à aller me faire photographier en tenant un canard dans les bras, parce que, j'allais dire, il n'y a vraiment pas de danger pour le moment. Il ne faut absolument pas avoir peur. Parlons des inondations. La terre n'absorbe plus l'eau, la terre devient de plus en plus compacte, on bétonne à outrance. Là aussi, il y a un problème. Mais d'abord, il faut préserver absolument les cours d'eau, préserver les zones inondables, parce que ce sont des zones humides qui font à la fois éponge, donc qui permettent d'écrêter les crues, et en même temps de servir de réservoir d'humidité pendant les périodes sèches. Parce qu'on a besoin de ça. On a besoin à la fois d'avoir un écrêtage des crues lorsqu'il y a trop d'eau, et en même temps de conserver des réservoirs pour les périodes de difficulté. C'est la raison pour laquelle il faut garder des vallées qui ne soient pas bétonnées, qui ne soient pas artificialisées, des possibilités pour les cours d'eau de déborder sur les rives, ce qui d'ailleurs fait des zones très riches au point de vue écologique et au point de vue faune et flore. Donc là, je crois que c'est en effet toute une question à repenser de l'urbanisme. Mais là, l'appétit dont je parlais tout à l'heure, la voracité et des élus et de leurs gendres est telle que, ils ont bétonné partout et ils ont accepté de construire là où il fallait pas. Pour en revenir aux animaux, on les transporte dans des conditions déplorables, on fait de l'abattage, en veux-tu, en voilà, un peu partout, n'importe comment. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y aurait pas une politique à repenser justement d'une manière urgente pour protéger une bonne fois pour toutes ces animaux? Mais je crois qu'il faut comprendre que l'animal, c'est pas un objet, c'est pas une chose, c'est pas une machine. C'est bien un être vivant qui a une psychologie. Et d'ailleurs, ceux qui en douteraient, je leur dirais, écoutez, si vous en voulez la preuve, contemplez le chien, le chat que vous avez eu dans votre enfance, que vous avez encore ou qu'a votre voisin. Et vous verrez qu'il n'y a pas deux chiens, deux chats qui ont exactement le même caractère.
Ils ont du caractère comme vous et moi. Ce sont des êtres psychiques. Les animaux sont des êtres psychiques, ce ne sont pas des objets interchangeables. Eh bien, ce que nous savons du sympathique chien et chat qui nous entoure est vrai de tous les animaux, de la vache, de la poule, du cochon, du renard. Ce sont des êtres vivants qui méritent à ce titre-là notre respect. Et le jour où nous respecterons vraiment les animaux, nous respecterons aussi les hommes. Parce qu'aussi longtemps que l'homme traitera les bêtes comme des choses, à l'occasion, lorsque l'histoire trébuche, il traitera ses semblables comme des bêtes. C'est ce qui est arrivé bien souvent. À force de faire des expériences, on a distribué le sida à tout va, on a déstructuré pas mal de choses. Il faut vraiment cesser cette expérimentation animale qui est vraiment criminelle. Oui, il y a beaucoup de choses, et puis vous savez, on a fait des expériences à certaines périodes sur les hommes, et on en ferait encore, et quand on se comporte très mal envers les animaux, c'est une école du crime. C'est une école de la violence, on apprend à tuer. Fréquence Évasion. Nous terminons sur Fréquence Évasion cette émission en compagnie de Monsieur Charolois sur la protection de l'environnement, de la nature. Alors Monsieur Charolois, au sein de votre association, quelles sont les activités et les interventions, le travail que vous effectuez ? Écoutez, nous menons plusieurs types d'actions. Actions de manifestation contre les corridas, contre la chasse. Nous avons manifesté avec tous nos amis de la protection animale et de la protection de la nature à Paris et à Valence, où nous étions présents nombreux, puisqu'il y avait comme 2000 manifestants à Paris, 1000 manifestants à Valence. Et vous savez, c'est remarquable parce que des gens qui acceptent de venir de tout âge, de toutes conditions, de venir de loin à leurs frais, parce que nous, on ne détourne pas, à la différence des chasseurs, de l'argent public pour financer nos manifestations comme eux le font. Nous, c'est à nos frais que nous allons dans ces manifestations. Les associations de protection animale et de la nature sont pauvres. On ne touche pas de taxes parafiscales. Et bien néanmoins, nous étions nombreux. Et je regrette que les médias, parfois un peu chloroformisés, n'aient pas parlé de cette manifestation de l'espoir et de la générosité qu'avait organisé la SPA, le WWF, la LPO, la Société nationale de protection de la nature et la Convention Vie et Nature pour une écologie radicale, dont je suis le président, effectivement. Nous étions là. Nous sommes présents aux côtés de nos amis spécialisés dans la lutte contre les corridas dans le sud-est de la France. J'ai été à Carcassonne avec le professeur Jacquard parler il y a l'an passé. J'ai été à Bayonne cette année. Je serai de tous ces combats toutes les fois que l'on défend le vivant. Comme je le dis, nous sommes pour sauver l'arbre, l'animal et l'homme. Vous avez également fait des marches contre les OGM. Nous avons fait des marches contre les OGM, nous avons fait des marches pour sauver les vieux arbres menacés, notamment là où il y avait des projets d'autoroute. J'ai beaucoup regretté, par exemple, qu'une autoroute qui traverse maintenant la Corrèze et le Périgord ait abattu un if qui avait 500 ans. C'est lamentable. Alors les OGM, c'est catastrophique et c'est malhonnête. C'est malhonnête parce que quand les promoteurs des OGM en parlent, ils vous disent quoi ? Ils vous disent c'est fait pour soigner les gens, c'est fait pour mettre au point des médicaments, c'est fait pour lutter contre le diabète. Pas du tout. Les OGM, c'est fait pour recevoir davantage de pesticides. C'est fait pour que des plantes puissent vivre avec de l'herbicide à leurs pieds. Ce sont des plantes plus résistantes aux produits chimiques que produisent les mêmes firmes que ceux qui produisent les OGM. C'est une imposture totale. Donc, nous sommes contre les OGM, non pas parce que nous sommes anti-science. Ce serait absurde. On n'est pas contre la raison, on n'est pas contre la science. Mais c'est tout simplement parce que nous sommes contre le profit de gens qui ont déjà aseptisé la terre et qui continuent et qui veulent aseptiser davantage la terre par des produits phytosanitaires que ces OGM sont prêts à recevoir, voire même parfois que les OGM sécrètent elles-mêmes. Ce sont des plantes qui sécrètent leurs propres insecticides. Donc, je veux dire, c'est vraiment des choses dangereuses. Que ce qu'il y a derrière tout ça, c'est les firmes semencières et agrochimiques. Eh bien, ces firmes-là nous préparent un monde dans lequel il n'y aura plus un papillon, plus un oiseau, plus un insecte, plus une fleur sauvage. Alors la charte Convention Vie et Nature, sur quoi repose-t-elle ? Eh bien, justement, la charte définit ce que je vous disais au départ de cet entretien, c'est-à-dire que nous avons 2 lignes directrices. L'homme est omnipotent et responsable de sa planète. L'homme, parce qu'il est devenu tout-puissant, doit devenir bon, c'est-à-dire qu'il doit se réconcilier avec les formes de vie. Donc c'est ça qui sous-tend toutes nos actions. Responsabilité et réconciliation. Pour conclure, quel serait le message que vous souhaiteriez passer aux auditeurs de Fréquence Évasion au nom de votre association Vie et Nature ? Le mot que je voudrais passer, c'est un mot d'espoir en disant qu'il faut que chacun travaille dans son secteur pour faire que ça change, pour faire que le profit, la cruauté ne l'emporte pas et ne nous emporte pas dans l'abîme. On peut gagner ce pari, mais on peut aussi le perdre. Alors, soyons vigilants, soyons militants,
c'est un beau terme, le terme de militant. Soyons les militants de la vie. Comment peut-on aider concrètement l'association Vie et Nature ? La meilleure façon, c'est d'y adhérer, mais c'est aussi tout simplement de diffuser aussi nos idées. On peut y adhérer, notre site indique comment le faire, donc allez voir notre site écologie-radical.org, écologie-radical.org, et là vous aurez ces éléments. Et j'allais dire, c'est soutenir, c'est diffuser nos idées. Nos idées peuvent être reprises, peuvent être publiées, et c'est une très bonne chose. Vous l'avez fait aujourd'hui en m'interviewant. Alors pour finir, nous allons rappeler les coordonnées de votre association Vie et Nature afin que les auditeurs de Fréquence Évasion, sensibilisés à l'écologie, à la protection de l'environnement, à tout ce qui se passe en ce moment, prennent contact avec vous et peut-être qu'on puisse vous aider. Oui, alors je vous donne les coordonnées Internet, c'est écologie-radical.org, et je vous donne le numéro de téléphone 05 53 54 70 46. C'est en Dordogne. Eh bien, Monsieur Charolois, merci de nous avoir présenté Vie et Nature et vos combats. À bientôt sur l'antenne de Fréquence Évasion. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Je vous rappelle le numéro de l'association Vie et Nature, c'est le 05 53 54 70 46. À très bientôt sur l'antenne de Fréquence Évasion pour un autre rendez-vous protection de l'environnement. Fréquence Évasion.